Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre salle de réunion, salle de webinar. Vous êtes une soixantaine avec nous en ce moment, avec nos deux intervenants, Corentin Moureau et Erwan Amar, qui vont se succéder pour échanger avec vous sur la terre crue et l'utilisation de la terre crue en construction. Vous êtes autour de 70 avec nous là en ce moment même et on est ravis à Novabile parce que ce webinaire, c'est un peu la traduction concrète de ce nouveau projet qu'on a mis en œuvre en quelques jours, qu'on a appelé Novabuild 2.0. Novabuild 2.0, c'est la poursuite de notre activité essentielle. Le cœur de métier de Novabuild, c'est la mise en relation. On a eu très peur au moment du confinement parce qu'on a cru que le confinement, ça voulait dire la fin de la mise en relation. Et puis, on a tout de suite compris qu'on pouvait poursuivre beaucoup de nos activités. L'absence de présentiel est une faiblesse parce qu'on a quand même besoin d'échanger en direct, etc. Mais on peut quand même encore faire beaucoup de choses. Et on a notamment poursuivi tous nos groupes de travail dès le début, dès la semaine qui a suivi, on avait nos groupes de travail qui se poursuivaient. On a notre boîte à outils, le site internet, qui est un vrai centre de ressources en ligne, qui est plus nourri que jamais. Et je vous invite à y recourir aussi souvent que possible. Et notamment, il y a des articles très intéressants sur la terre crue. Et puis, pour ceux qui sont adhérents de Novabuild, vous recevez tous les lundis votre agenda de la semaine avec notamment les webinars qui nous ont particulièrement, qui ont retenu notre attention et plein d'informations. Et puis, au lieu d'avoir une newsletter tous les mois, on est passé à une newsletter toutes les semaines le jeudi pour les adhérents et non-adhérents. Donc, je vous invite pour les non-adhérents à vous abonner à la newsletter, c'est sur le site internet. Et puis, nous essayons au moins une fois par semaine avoir une rencontre comme celle-là avec un webinar sur un sujet. On a l'idée de faire deux types de sujets, soit des sujets de fond qu'on a appelés dans la logique climat-résilience, et la terre crue aujourd'hui rentre parfaitement là-dedans. Et on va aussi petit à petit, et c'est un appel aux adhérents, commencer aussi à faire des rencontres adhérents pour que vous les connaissiez un petit peu mieux. Alors aujourd'hui, la terre crue, on a deux présentations qui vont être très complémentaires. Une première qui va certainement pour les uns et les autres vous permettre de découvrir qu'il y a un programme de recherche très important qui est en train d'être mené en ce moment au sein de l'université Gustave Eiffel, en ex-IFSTAR, autour de la terre crue. Et puis Corentin Moureau qui est porteur d'un collectif qui travaille au crue et qui va nous faire un retour tout de suite. Alors, je vais, sans plus attendre, passer la parole à Erwan Amar pour l'université Gustave Eiffel, en vous invitant, donc les 80 personnes avec nous, n'hésitez pas à noter dans le chat que vous avez vraisemblablement sur votre droite, si j'ai bien compris. Écrivez au fur et à mesure vos questions, vos interrogations, vos désaccords, vos accords, vos envies d'en savoir plus. Je les noterai au fur et à mesure. Rien n'est perdu. Tout ce que vous allez écrire va être utile pour la deuxième partie du webinaire, dans une demi-heure, pour un échange avec vous. Donc, vous pouvez y aller. On va regarder ça très, très attentivement. Et donc, maintenant, je donne la parole à Erwan pour un quart d'heure. Bonne intervention, Erwan. Pierre-Yves, c'est Corentin qui commence en fait. Ouais, je vais commencer. C'est pas très grave. Bon, très bien. Alors, Corentin, il faut bien se planter un tout petit peu. Donc, c'est Corentin. C'est pas grave. À tout de suite, Corentin. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Ouais, c'est un petit peu bizarre de parler devant son ordinateur comme ça. C'est vrai qu'on est habitué à être devant des personnes physiques. D'abord, je remercie Novabuild pour l'organisation de cet événement. Donc, je vais te parler pendant 15 minutes. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. 15 minutes, ça va être assez court. Donc, pour ceux qui ont déjà des connaissances un petit peu sur le matériau, sur la terre crue, etc., vous n'allez pas apprendre grand-chose. Ça va vraiment être une vue d'ensemble pour découvrir un petit peu le matériau. Je vais parler ensuite un peu du collectif. Et puis, Erwan ensuite va appuyer sur certains points plus précis, parler de la recherche, etc. Je rentre tout de suite dans le sujet, du coup.
Alors, tout d'abord, donc, alors j'essaie de... Voilà, c'est bon. Alors déjà, donc la terre crue, donc cette carte elle est souvent utilisée pour parler un petit peu du patrimoine en terre autour du monde. C'est vrai que c'est un des matériaux les plus utilisés dans la construction et ça représente assez bien l'ampleur du sujet. C'est vrai que c'est l'un des matériaux les plus utilisés. Une personne sur 3 vit dans un bâtiment en terre crue aujourd'hui. Donc on redécouvre aujourd'hui ce matériau, mais il n'a pas disparu. Il est toujours utilisé dans une grande partie des pays du monde et sur tous les continents. Pour illustrer ça, donc 3 petits exemples de patrimoine mondial. La muraille de Chine, qui est en partie en terre. Un mausolée en Irak, qu'on appelle une ziggourate, qui est fait en briques de terre. Et une ville au Yémen, qui s'appelle donc Simbad, et qui est réalisée en terre avec des bâtiments qui font parfois plus de 8 étages de haut. Mais c'est pas un patrimoine qui est uniquement, donc on va dire exotique. Alors j'essaie de passer la diapo, je sais pas si ça fonctionne. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Ok, j'espère que vous êtes tous sur la bonne diapo. Alors, en France, on retrouve aussi énormément de bâtis en terre crue, et l'intérêt de la France, c'est qu'on a une grande diversité en fait dans. Alors, ouais, j'ai les diapos qui sautent. Ça va être cool. Ok, pardon. Je vais remettre la diapo d'avant, ça bug un peu. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, hop. Ça doit être bon. Ok, donc si vous êtes tous sur la bonne slide, donc le patrimoine en France. Alors, on retrouve une grande diversité d'ouvrages, c'est ce que je disais. Donc, ça va du manoir aux granges et sur une grande diversité de techniques aussi de construction. Donc, c'est un territoire qui est très pertinent, encore une fois, pour la terre crue, par cette grande diversité, encore une fois, des usages qu'on retrouve. Plus d'1 million de bâtiments en France, donc ça, c'est des grands ordres de grandeur. À vrai dire, on n'en a pas une grande idée, ça peut être plusieurs millions de bâtiments. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de recenser l'ensemble du bâti en France. Je vais faire un petit focus du coup sur le patrimoine qui est sur les Pays de la Loire aussi. Donc on retrouve les fameuses maisons à pans de bois dans tous nos centres-villes, en fait, une grande partie de nos centres-villes. Donc c'est le torchis, on verra ensuite. Et le patrimoine rural aussi, qui est très très important, avec beaucoup de bauges par chez nous, donc Pays de la Loire, et des grands exemples du coup sur le bassin rennais aussi. Donc ce patrimoine rural, là j'ai pris l'exemple d'une chaumière en Brière qui sont donc sur le patrimoine qui est très remanié aussi. On voit que c'est enduit, donc on a du mal à le voir en fait ce patrimoine en terre crue, et pourtant donc il est présent tout autour de nous. Donc les techniques de construction, j'en ai mentionné certaines. On va de l'état sec à l'état liquide. Et donc, en fait, ça joue aussi sur la variabilité de la terre qu'on utilise. En fonction de la terre qu'on a, certaines techniques sont plus adaptées que d'autres, et on va les passer plutôt d'un état à un autre. Donc pour l'état sec, par exemple, on retrouve le pisé et les briques de terre comprimées, donc on va densifier la matière en la compactant, et c'est en densifiant cette matière qu'on atteint des résistances un peu plus élevées. Ensuite, on a l'état un peu plus humide, donc plastique. On retrouve la bauge et l'adobe. Donc la bauge, c'est une technique où on vient rapporter un petit peu de fibres en général dans le mélange. Ça se travaille à l'étape pâte à modeler en fait. On vient empiler la matière, soit la redécouper ou la coffrer. Donc, ça nous fait, pour le pisé et pour la bauge, des murs monolithiques porteurs. Donc c'est eux qui vont porter la charpente. On est capable de faire du R+2 jusqu'à R+3 grand maximum sur le territoire français. Ensuite, quand on vient rapporter encore un peu plus d'eau, on atteint l'état visqueux, donc une sorte de boue en fait. Et là, on va rajouter plus de fibres encore. Ça va nous permettre de faire du cloisonnement, des planchers aussi qu'on retrouve beaucoup. Donc ça, c'est les différentes techniques de torchis. Et enfin, quand on va rajouter beaucoup d'eau, là, on va juste enrober des fibres en fait avec de la terre. Et donc ça, c'est une technique très légère, donc des terres allégées, et ça nous permet de faire vraiment de l'isolant. Donc pour le torchis et pour la terre allégée, on est vraiment sur des
techniques qui sont dans des ossature bois et qui permettent soit de faire du cloisonnement, soit de l'isolation. On voit pour la diversité des techniques. Alors, est-ce que la diapo passe? Ok, donc pourquoi construire en terre aujourd'hui? J'aime bien rappeler ces différents points. Chacun des points sont un peu, j'ai envie de dire, non négociables quand on construit en terre. Si on décide de considérer qu'on ne va pas pouvoir réemployer la ressource ou alors qu'on néglige le bilan carbone de la construction en terre crue, par exemple en ajoutant du ciment dans nos mélanges, en fait, on va perdre l'intérêt d'utiliser ce matériau. Et du coup, on va se poser la question de est-ce que ce matériau est bien adapté à mon projet finalement. Peut-être que c'est un autre matériau qui est plus adapté. Si on n'a pas, en gros, tous ces critères qui sont intégrés à notre projet et l'usage de la terre. Donc la ressource en terre. Très rapidement, je ne sais pas si la diapo passe, je vais attendre un petit peu. Alors, voilà. Alors, donc la ressource en terre, donc on est sur la désagrégation en fait de la roche dans le temps. Donc c'est une sorte de roche molle finalement. Et, ce qu'on utilise là, c'est l'horizon B qu'on voit sur le dernier schéma. Et donc c'est vraiment la roche qui est désagrégée au cours du temps et qui va nous permettre de construire avec cette sorte de pierre molle. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une ressource qui se crée dans un horizon de temps très long. Alors, on n'est pas sur du biosourcé qui se régénère à une échelle de temps humaine. Donc on va pouvoir se poser la question aussi de la pertinence de l'utilisation de cette ressource. Peut-être que voilà, c'est dangereux d'utiliser de la terre, peut-être qu'on n'a pas assez de quantité de terre. Erwan reviendra là-dessus par la suite. Et on va se rendre compte qu'en fait, c'est pertinent étant donné que on est là sur un déchet qui est en quantité absolument énorme. Mais gardez en tête quand même que c'est une ressource qui est effectivement qui n'est pas renouvelable et que ce qu'on utilise, c'est pas la terre végétale, c'est vraiment ce qui est en dessous, une sorte de roche molle. J'attends que la diapo passe. Ok, donc par rapport à la ressource, encore une fois, la façon dont elle se crée et la diversité des potentiels en fait de création de cette ressource font qu'on a une immense diversité. J'en parlais tout à l'heure sur la ressource. On peut avoir de la diversité sur la graniométrie, donc le fait qu'il y ait plus ou moins de sable, de gravier, etc., la couleur, la cohésion de la matière, etc. Donc tous ces aspects-là font aussi qu'on a une diversité des techniques, on en a parlé tout à l'heure, et ça complexifie aussi l'utilisation sur les projets. Donc, comment on fait aujourd'hui pour intégrer la terre sur un projet? Alors, je passe la diapo, j'espère que ça passe. L'idéal, c'est d'intégrer vraiment en amont un professionnel qui va pouvoir qualifier la ressource et vous donner le meilleur usage qui peut en être fait. Donc, encore une fois, en fonction des techniques, en fonction de sa qualité, de la ressource sur votre projet. L'idéal, encore une fois, c'est d'utiliser la ressource soit issue du terrain de construction, soit à proximité. Aujourd'hui, on va le voir, la ressource en terre, c'est vraiment pas un problème pour nous d'en trouver. On vient plutôt nous chercher pour nous donner de la terre, mais faut-il encore que le professionnel vous dise ce qu'on peut faire avec. Il y a des terres qui ont voilà, des propriétés qui fait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec ces types de terres. Donc, ce qu'on aime bien faire, nous, aujourd'hui, c'est expérimenter la matière avec un travail sur des prototypes. Ça, c'est des projets qu'on mène en ce moment sur différents projets sur des zones d'aménagement ou autres. L'idée, c'est de faire intervenir le professionnel en amont du projet, d'expérimenter la matière sur prototype, par exemple, et de proposer une solution qui semble déjà la plus adaptée en fonction de la qualité de la ressource. Et aussi, ça permet à l'architecte ou à l'acheteur de voir aussi le rendu potentiel de la matière une fois transformée. Donc ça, c'est une stratégie pour expérimenter la matière ou pour qualifier la matière avant son usage. Donc voilà sur ça, j'attends que ça passe. Il reste 5 minutes, Erwan.
Ok. Alors, donc tout à l'heure, je parlais du bon matériau au bon endroit. On se rend compte que la terre, elle n'a pas la même résistance que le béton. Donc, on est sur des ordres de grandeur de 1 à 2 mégapascales, qu'on se rapproche plus du parpaing ou de la brique creuse. Donc, ça veut juste dire qu'effectivement, on ne va pas utiliser la terre, par exemple, pour faire du poteau sur de l'immeuble, etc. Par contre, des résistances de 1 à 2 mégapascales, ça nous permet quand même d'avoir un potentiel d'utilisation de la ressource qui est encore très très important. J'en parlais tout à l'heure, on est capable quand même de monter du R+1, R+2, voire R+3 avec de la terre crue. Donc, c'est pas un frein, en fait, la résistance mécanique. Par contre, effectivement, c'est à prendre en compte dans la conception de l'ouvrage, dans les détails techniques, etc. Ensuite, sur les performances thermiques, donc j'attends que ça passe, on n'est pas sur un matériau qui est isolant. Donc, parfois, on a ces remarques-là, la terre, c'est un matériau qui est isolant, non. On voit que là, le lambda du matériau se balade entre le bois et la pierre. Donc, effectivement, on est sur ces ordres de grandeur. Donc, ça, c'est pour le pisé. Pour la bauge, on se rapproche un peu plus du bois. Et pour la terre allégée, effectivement, là, on est plus dans des matériaux qui sont réellement isolants. En revanche, on va avoir d'autres caractéristiques et d'autres propriétés qui rajoutent du confort intérieur, autre que le fameux lambda. Donc ça, c'est des notions qu'on commence vraiment à intégrer aujourd'hui dans la construction, les notions qui sont autres que lambda, donc tout ce qui va être inertie thermique, tout ce qui va être régulation hygrométrique. Donc, tous ces paramètres-là commencent à être intégrés, et la Terre, pour le coup, a une réelle plus-value sur ses propriétés. Donc on va le voir avec un petit exemple, une expérience qui a été menée dans un désert Atacama, donc au Chili. Donc ça, c'est l'exemple de 3 bâtiments réalisés uniquement avec 3 matériaux différents. Donc un test en jour d'hiver où on se rend compte qu'effectivement les matériaux ont tendance plutôt à suivre la courbe de température extérieure, voire à stocker un peu d'énergie pendant la nuit. Donc c'est le cas du bois et du parpaing dans une moindre mesure. Et on se rend compte que le pisé, donc la technique qui a été utilisée pour ce projet, a complètement lissé la courbe. Donc ça, peut-être que Erwan reviendra là-dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est tout l'intérêt du déphasage thermique, donc qui est de 12 heures sur la Terre. Donc c'est exactement ce dont on a besoin. Hein. C'est-à-dire qu'on stocke pendant la journée, qu'on restitue exactement pendant la nuit. Ce qui fait que là, pour les jours d'hiver et pour les jours d'été, on a vraiment écrasé la courbe de température. Donc ça, c'est un aspect du confort intérieur que procure la Terre. Et après, il y a tout l'aspect régulation hygrométrique, que là, je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est encore une fois, c'est un des sujets aujourd'hui qui est quand même vraiment mis en avant pour ce matériau-là et pour l'usage de ce matériau. Donc voilà sur les conforts. Je vais finir sur le collectif assez rapidement. On essaie de tenir dans les 15 minutes, ça va être bon. Donc le collectif des tailleurs armoricains, c'est un réseau de professionnels qui rassemble des chercheurs, des ingénieurs, des architectes, des maçons, professionnels de la construction en terre crue. Et donc parmi les actions qu'on a, une partie donc c'est de l'animation, sensibilisation. Donc par exemple la matinée là qu'on passe ensemble, donc au nom du collectif tailleurs armoricains entre autres. Des animations aussi pour tous les autres publics, qui peut être pour tout public, des animations sur la découverte de la matière, etc. On a aussi donc un axe qu'on développe beaucoup en ce moment sur la formation, qui a toujours été développé, mais qui s'accélère quand même beaucoup aujourd'hui. On travaille avec l'Université de Nantes, les écoles d'architecture de Nantes, de Rennes, l'IUT de Saint-Nazaire, la CAPEB, et dernièrement, on a mis en place aussi une formation avec le GEP Atlantique à destination des architectes et des ingénieurs sur la terre crue. Du conseil également, et enfin un gros sujet sur la veille réglementaire, notamment sur le sujet de la RE 2020, qui va sortir prochainement, et les F2S. Donc ça, c'est un sujet qui est suivi par le collectif des tailleurs armoricains, mais aussi par la Confédération nationale, qui a été créée récemment et qui regroupe en fait les collectifs régionaux, comme le collectif tailleurs armoricains, ainsi que la CAPEB, la FFB et la SCOP BTP. Sur la veille réglementaire, rapidement, pour finir,
Donc 2 publications des professionnels de la construction en terre crue. Donc en 2013, la rédaction des règles professionnelles, dans l'objectif d'enrayer en fait les problématiques d'enduisement sur le bâti en terre qui a vraiment dégradé notre patrimoine bâti. Et donc ça a été beaucoup d'erreurs commises sur le bâti et la profession a souhaité donc enrayer cette problématique. Et enfin, les guides de bonne pratique que je vous invite à télécharger, qui sont en accès libre et gratuit. Donc je vous invite à les consulter si vous êtes intéressé par ce sujet. Ils sont vraiment à destination des architectes, des maîtres d'ouvrage et des professionnels de la construction. Donc à la fois pour faciliter l'assurabilité des ouvrages et pour permettre à faciliter aussi des rédactions de CTTP, etc. Donc ça, on a vraiment eu des très bons retours là, sur la rédaction de ces guides et donc qui vont potentiellement évoluer dans les prochaines années aussi en règles professionnelles pour faciliter encore davantage l'assurabilité des ouvrages en terre. Merci. Donc, merci beaucoup. Voilà pour moi. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Donc, ça a été 15 minutes, donc j'ai parlé assez rapidement en plus pour le débit. Il y a beaucoup de questions. On va aborder les questions après au moment du débat. Tu voulais rajouter quelque chose, Corentin? Juste que là, effectivement, c'est très court. On aura un petit échange après. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Si vous avez des points de détail que vous voulez faire avancer, il ne faut vraiment pas hésiter. On est ouvert, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à... On voit qu'il y a un niveau de connaissance encore qui est insuffisant. On a beaucoup de questions très, très précises sur comment on recourt, comment est-ce qu'on caractérise la terre, etc. Donc, je pense qu'on reviendra sur ces questions après l'intervention d'Erwan. Je préfère tout de suite donner la parole à Erwan et on aura un débat global. C'est bon, Erwan, vous êtes prêt? Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui, mais on ne te voit pas. Ah, ça va peut-être prendre 2-3 secondes. Non. Et Corentin, est-ce que tu peux enlever ton... Est-ce que tu peux débrancher ton micro et ta caméra? Alors, accepter. Alors, est-ce que la présentation apparaît bien en grand et c'est pas ma tête en grand? Parce que je sais qu'il y a eu ce problème-là sur la présentation de Corentin pour certaines personnes auparavant. Moi, je la vois en grand, mais j'ai l'impression que oui. Les gens disent que c'est bon. Ça a l'air d'être bon. OK. Je vais essayer de dire à quel diapo j'en suis à chaque fois pour que vous puissiez suivre pour ceux qui ont téléchargé la présentation. Okay. C'est parti? C'est parti. Allez, donc bonjour à tous. Donc, je suis Erwan Amar, je suis chercheur à l'université Gustave Eiffel, anciennement IPSTAR à Bougnay. Donc l'université Gustave Eiffel est membre du collectif Terroir armoricain, donc on travaille en étroite collaboration avec le collectif et avec Corentin. La première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi construire en terre? Donc je vais déballer un peu l'argumentaire rapidement sur la construction en terre. On a fait une carte. Alors, je suis désolé, toutes les données vont être sur la Bretagne et pas sur Pays de la Loire parce qu'on a des données en Bretagne parce qu'il y a beaucoup de patrimoine qui permettent de faire des calculs qu'on ne peut pas forcément faire en Pays de la Loire. On le fera plus tard. On est en train de le faire pour la Loire-Atlantique. Donc, sur la région Bretagne, on a pu identifier les terres qui conviennent pour la construction en bauge. Et puis, on a pu faire cette cartographie de la ressource grâce aux données de sol de Bretagne. Et ce dont on se rend compte, c'est que la ressource est quand même répartie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte, hein? La partie verte foncée, ça veut dire que vous avez 80 à 100% de chance de trouver une terre qui convient pour la construction en bauge en creusant dans le sol à cet endroit-là. Et puis, les parties les plus claires, c'est de 0 à 20%. Donc, il y a des zones où on trouve plus facilement de la terre à bauge que d'autres. Mais toujours est-il qu'on trouve toujours de la terre et que les volumes étant très importants, on a toujours une quantité de terre qui est importante. Surtout, ce que je veux montrer par cette carte, c'est que la ressource, elle est bien distribuée quand même à l'échelle du territoire. On trouve toujours quelque part de la terre pour la construction. Maintenant, on regarde le stock de cette ressource. Si on regarde l'ensemble des terres de la région Bretagne, on a fait un petit calcul, on a montré qu'en gros, au minimum, il y a 23% de ces terres qui conviennent pour la construction en bauge.
Et alors c'est un stock de 6,8 milliards de mètres cubes, soit 8,8 milliards de tonnes. Ça ne parle pas du tout. Donc on a fait quelques petits calculs pour se rendre compte de la disponibilité de cette ressource. Aujourd'hui, si on prend la consommation qui a été faite par le patrimoine, par les anciens bâtisseurs, ils ont consommé 0,0004% de la ressource, du stock disponible dans le sol. Donc on les remercie parce qu'ils nous ont laissé largement de quoi construire pendant encore quelques siècles. Et si on imagine quelque chose de très hypothétique et très irréaliste, qui serait de tout construire en Bretagne, en Bauge, eh ben on aurait consommé 2,1% de la ressource. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ressource, en plus d'être bien distribuée sur le territoire, elle est aussi également très abondante. Et puis, en fait, elle est déjà très abondante, et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui en ont bien conscience. Aujourd'hui, si on regarde les déchets, donc toujours sur la région Bretagne, mais en Pays de la Loire, la différence n'est pas très importante. Si on regarde les déchets du BTP, il y a 80% des déchets qui sont en fait des terres et des pierres, des matériaux naturels. Donc cette ressource, elle est déjà disponible, elle est déjà extraite, et elle est déjà jetée dans des installations de stockage ou en réhabilitation de carrière. Donc cette ressource, on pourrait la réemployer. Eh bien, si on prend les déchets sur une année qui sont mis en décharge et qu'on applique ce facteur de 23%, eh ben ça permettrait de réemployer 650 000 tonnes de terre par an, ce qui permet de faire 6 500 logements individuels. Et quand on regarde la demande en logements individuels en Bretagne, eh ben ça permettrait de faire la moitié des logements individuels juste en réemployant les très bonnes terres pour la construction en terre en Bretagne. Donc c'est une ressource qui est quand même abondante, et juste en faisant les poubelles entre guillemets, on aurait largement de quoi construire une bonne partie de notre demande en logement. Alors la terre, donc c'est un matériau qui est disponible localement, ce qui permet de limiter les transports. C'est un matériau qui est abondant, c'est déjà un déchet. Et un autre point qui est très important, c'est l'énergie grise consommée lors de la phase de fabrication du matériau. Là, on a une comparaison qui a été faite dans le cadre d'un stage de master du projet Ecomater, qui a été faite avec ma collègue Anne Ventura à l'Université Gustave Eiffel. Et donc, on a regardé l'impact en CO2 de différentes techniques de construction. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand on a la construction en bauge, quand on a de la bauge manuelle, donc mise en œuvre sans quantité de CO2 consommée pour produire un mur par rapport à du parpaing ou de la terre cuite. Après, par contre, on propose des solutions mécanisées. Je vous montrerai juste après une image d'un malaxeur qu'on a développé à Lifstar pour pouvoir malaxer ce matériau, pour économiser un petit peu de pied d'œuvre. C'est le main d'œuvre, mais surtout du pied d'œuvre. Et donc, si on branche sur le réseau nucléaire ou si on branche sur un groupe électrogène diesel, on n'a pas les mêmes impacts environnementaux. Donc déjà, c'est une première chose qu'il faut garder en tête, c'est que il faut quand même rester vigilant sur l'impact environnemental des solutions que l'on préconise. Un autre point très important, c'est le confort intérieur procuré par les constructions en terre. Donc on a une inertie thermique qui est très forte dans les matériaux terre, qui est liée à la fois à la masse du matériau, mais également à sa microstructure, sa microporosité, et principalement aussi qui est liée à la présence d'argiles non cuites, d'argiles crues, qui ont la capacité d'absorber, de restituer de l'eau sous forme liquide ou vapeur, et donc ces changements de phase de l'eau renforcent de manière importante cette inertie thermique. Et le déphasage d'un mur en terre de 50 cm est de l'ordre de 12 heures, ce qui permet d'avoir les apports solaires de la journée pendant la nuit en hiver, et d'avoir les apports solaires, la même chose, de la nuit en été, mais d'ouvrir les fenêtres et d'évacuer cette chaleur. Donc c'est une forte inertie qui est très intéressante à valoriser pour la construction. Deuxième point, c'est l'inertie hydrique, c'est-à-dire qu'on a un matériau qui est capable d'absorber et de restituer des grandes quantités d'eau, et donc ça permet de faire un tampon hydrique à l'intérieur du bâtiment, de maintenir une humidité relative interne qui est dans la bonne plage pour le confort intérieur pour les habitants. Et puis c'est un matériau, alors je dis potentiel isolant acoustique, on sait que ça fonctionne, mais on ne l'a pas encore démontré. On a des programmes de recherche qui avancent là-dessus, mais pour l'instant, puisqu'on ne l'a pas démontré, je parle simplement de potentiel isolant acoustique, mais c'est un matériau qui a de la masse, qui a une porosité très intéressante, sur lequel on peut jouer sur des textures en surface avec des fibres, qui permet vraiment d'améliorer le confort intérieur du point de vue acoustique. Et en fin de vie, c'est un matériau qui n'est donc pas renouvelable. Je rappelle que matériaux renouvelables, c'est plutôt les biosourcés, ce sont les matériaux qui repoussent aussi vite que le besoin dont on en a.
Par contre, c'est quand même un matériau qui est réversible, contrairement au béton qui lui est recyclable. Le béton, on peut le démolir. Par contre, après, il faut trier, il faut remettre du ciment dans le béton dans les granulats de béton de démolition pour refaire du béton avec. Dans le cas de la terre, on reprend la terre directement, on la remet en œuvre parce que les liaisons du matériau sont réversibles et donc on peut réemployer le matériau directement. Et on peut aussi le rendre à la nature quand on n'en a plus besoin. Donc c'est aussi un attrait important. Tout ça fait que la terre crue est un des matériaux qui a une bonne circularité. Alors pour utiliser un terme un peu à la mode, et circularité qui ne veut pas dire grand-chose finalement, mais en fait, par rapport aux matériaux existants dans le génie civil, ce matériau il est disponible localement, on en trouve un peu partout parce qu'il y a des projets d'excavation un peu partout. Il valorise un déchet, il est valorisé grâce à un procédé bas carbone, il y a un fort confort intérieur et il est réversible en fin de vie. Ce qui fait que la chaîne de vie de ce matériau est très peu impactant pour l'environnement et c'est ce qui fait la force de ce matériau. Et donc, il a un potentiel d'intégration dans l'économie circulaire qui est très fort. Alors, je vais passer à la diapo, j'ai pas le numéro qui s'affiche, la diapo 11. Donc, les enjeux de la construction en terre. Le premier point, c'est d'abord qu'il existe dans l'inconscient collectif ancré assez profondément l'image que la terre, c'est un matériau qui est pas très résistant, pas costaud, pas durable, et qui est plutôt pour les pauvres, les pays en voie de développement, etc. C'est assez intéressant de voir que quand on parle de terre crue pour la première fois à quelqu'un, il dit qu'il connaît pas, mais par contre, il sait très bien que c'est pas fait pour les riches, c'est fait pour les pauvres. Ici, vous avez un exemple d'une photo qui a été prise en Vendée, qui est tirée d'un livre de David Milsan, sur le patrimoine en terre en Vendée, qui est très intéressant. Et donc là, vous avez une photo qui date du début du XXe siècle, avec une famille qui vit dans une bourrine avec des murs en terre. Donc on voit quand même que c'est quand même des gens d'une classe sociale particulière, qui sont pas forcément les plus riches. Et c'est vrai que pendant longtemps, la terre crue a été associée à du matériau du pauvre, parce que c'est le matériau qui est le plus disponible localement, et faire venir de la pierre, ça coûte un peu cher. Donc cette image, elle reste présente dans la construction en terre. Il y a un problème, Pierre-Yves? Non, il reste 5 minutes. D'accord, ok, ça marche. Du coup, alors je suis désolé, c'est à nouveau déconnecté. Ben et Henri Vandamme récemment pour parler de la terre crue. Ce que vous avez en abscisse, c'est la résistance en compression en mégapascal, peu importe le mégapascal, mais plus c'est haut, plus c'est costaud. Et puis vous avez ce qu'ils ont calculé, le binder index, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'on dépense par mégapascal. Et donc ce qui est représenté, les petits points rouges, ce sont des bétons. Et donc ce dont on se rend compte, c'est que plus on a une résistance mécanique qui est élevée avec un indice d'Olian, le binder index qui est faible, et mieux c'est. C'est-à-dire que là, on a un optimum du matériau, c'est-à-dire que je dépense pas beaucoup de CO2 pour avoir beaucoup de mégapascal. Et si on place la terre crue stabilisée là-dedans, on se rend compte qu'on est à gauche, donc stabilize adobe, stabilize remdose, donc c'est le pisé stabilisé, les adobes stabilisés. On est largement au-dessus des plus mauvais bétons, et donc on a des impacts environnementaux qui sont dramatiques. Et par contre, la terre crue, sans liant, elle est en bas à gauche avec un point, elle n'est pas très costaud, mais par contre, en termes d'indice de liant, c'est très faible, donc c'est assez intéressant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas imaginer. Je reviens sur l'argumentaire d'un point de vue développement durable. Il est très important, et ce qui est important de maintenir, c'est bien ce bénéfice environnemental dans la construction en terre. Et donc aller dégrader ce bénéfice environnemental pour des raisons économiques, pourquoi pas, mais jusqu'à un certain point. Je demande à notre public de nous excuser, mais effectivement, le confinement nous amène tous à faire reposer des activités professionnelles sur des réseaux personnels. Et les réseaux numériques sont pas aussi bien diffusés que ce qu'on voudrait partout sur le territoire. Erwan, est-ce qu'il te reste encore longtemps en intervention, ou est-ce qu'on passe au débat? Je vais finir quand même assez rapidement ce que j'ai à présenter qui me semble important. Je vais passer à la diapo d'après.
Je suis désolé, hein, pourtant je suis au centre-ville de Nantes. Normalement, je suis pas loin du répartiteur. Je devrais avoir du bon réseau, j'ai le câble et tout, mais bon, c'est instable. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que l'innovation? Parce que si on veut l'innovation dans la construction en terre, le matériau terre, c'est le matériau terre et il a ses limites. Il permet pas d'avoir des résistances mécaniques hyper importantes. Il permet pas de reprendre des efforts à la traction, etc. Il faut faire avec. Donc en fait, plutôt que d'essayer d'aller améliorer absolument ce matériau, l'idée c'est de faire avec ce matériau. Par contre, de trouver les architectures qui conviennent pour que à la fois mécaniquement ça passe bien et qu'également d'un point de vue thermique ça se comporte plutôt bien. À gauche, vous avez l'exemple d'une maison, donc ça c'est du Nicolas Meunier. Vous avez des trumeaux en terre qui permettent d'accumuler l'énergie solaire pendant la nuit et de la journée et de le restituer pendant la nuit. Et vous avez Je propose je suis désolé avec Erwan, on va passer à séquence questions-réponses et comme ça c'est Corentin qui répondra quand Erwan ne sera plus en ligne avec nous. Donc Corentin, si tu veux bien réactiver ta caméra. Et donc on passe aux questions. Je disais à Erwan qu'on va arrêter l'intervention et on va passer aux questions-réponses. Comme ça, si ça coupe à nouveau, c'est Corentin qui prendra le relais sur les réponses. On a une très grande quantité de questions à cette étape-là. Je voulais d'abord remercier les deux intervenants parce que je pense que c'est des interventions qui étaient très, très riches. Ça va être un peu disparate parce que, en fait, vu la technique, c'était difficile d'organiser les questions. Mais la première question qui est arrivée, c'est comment est-ce qu'on peut connaître, quand on est opérateur, est-ce qu'il y a des labos spécialisés et en particulier dans le 44, dans le 56, est-ce qu'il y a des labos spécialisés qu'on connaît dans nos départements de proximité? Je ne sais pas si Corentin ou… Je vais répondre du coup, soit en faisant des adobes par exemple ou de la bauge, ce qui marche pas mal. Voilà. Donc, sur le sujet même de certification, tu n'as pas répondu. Oui, sur la certification, en fait, nous, on ne préconise pas de certifier une terre parce que justement, on a une c'est ce dont je parlais, on a une variabilité de la ressource qui est absolument immense. Donc, si on commençait à certifier une terre, ça veut dire qu'on devrait plutôt certifier des terres qui sont issues de carrière. Et je crois que ça existe. Hein. Il y a des gens qui vendent de la terre en sac. Je pense à Argilu, je pense à d'autres structures qui vendent de la terre en sac. Donc, ça existe. Il y a de la terre certifiée. Après, quand on commence à utiliser beaucoup de matière, l'intérêt, c'est d'utiliser la terre d'excavation, soit de son chantier, soit d'un chantier à proximité, qui va être donné gratuitement, voire parfois on peut nous payer pour utiliser cette matière, en fait. Et donc là, certifier la matière, ça devient compliqué. Déjà dans le temps du chantier. Alors, ça va peut-être un peu dans le même sens. Est-ce qu'il y a des règles professionnelles qui peuvent être mises en place, qui répondent un peu aussi à cette question-là? C'est moins la certification du produit, voilà. Mais alors les règles professionnelles, est-ce que est-ce qu'on peut les espérer assez rapidement? Donc l'enjeu des professionnels aujourd'hui, il est dans ce sens-là, c'est-à-dire de dire l'objectif, c'est pas d'avoir un produit qu'on va certifier ou qu'on va qualifier. L'objectif, c'est d'avoir des professionnels compétents qui vont savoir utiliser la ressource, savoir la transformer et savoir la mettre en œuvre de la bonne façon. Et donc les professionnels de la construction en terre aujourd'hui, ils sont rassemblés pour rédiger ce type de texte qui va pouvoir cadrer un petit peu la profession dans la terre crue. Et donc, on nous a demandé très concrètement s'il y avait des annuaires, si on pouvait les retrouver, ces professionnels. J'imagine il y a des entreprises, mais il y a aussi des architectes, il peut y avoir des bureaux d'études. Est-ce que tout ça, on sait retrouver facilement les professionnels? Juste pour terminer sur les textes, donc là, c'est les guides de bonne pratique dont j'ai mentionné tout à l'heure, qui vont peut-être se transformer en règles professionnelles avec le retour des professionnels, justement. Et sur les annuaires, nous, on essaie de mettre à jour un peu ces annuaires de professionnels. On est à quelques centaines de professionnels sur le Grand Ouest. Après, c'est vrai que bon, c'est encore compliqué aujourd'hui. C'est vrai que c'est un travail qu'on a à faire de recenser tout ça. Sur différents sites, on peut retrouver. Hein, sur le site des collectifs, on a un annuaire qui est pas forcément complètement à jour, mais il a le mérite d'exister. Après, qu'est-ce que sur d'autres régions, nos autres collectifs ont fait aussi des annuaires. Et après, où est-ce que vous pouvez trouver ça? Ça va dépendre du contexte régional, en fait, essentiellement. Je sais que là, c'est surtout le collectif des terreux. Après, effectivement, on a parlé de Cesbreise. Ils vont pouvoir vous renseigner aussi sur les professionnels sur le territoire. On travaille avec la région aussi, qui est en train
de faire un travail là-dessus. Donc tout ça, le Après, recensement professionnel, c'est en cours. j'ai des questions assez précises maintenant. Peut-être qu'Erwan peut y répondre. Alors, la roche métamorphique. Quelqu'un a une roche métamorphique, j'imagine, sur un projet, un chantier, riche en feuilles de mica, et ils n'ont pas d'argile. Est-ce que ils peuvent faire des mélanges? Comment ils peuvent procéder? Notamment, ils se demandent s'ils peuvent ramener du tank d'argile ou du sable fin pour pouvoir quand même utiliser ce qu'il a sur place. Alors, je vais te répondre en espérant que ça ne coupe pas à nouveau, parce que je ne s'arrête pas de couper tout le temps. Alors, c'est un peu compliqué d'en mettre de l'argile dans de la terre, parce que les argiles, c'est des petits feuillets qui sont collés les uns aux autres, et répartir ça de manière homogène dans le matériau, c'est quand même assez compliqué. On a plutôt tendance à aller chercher à utiliser le matériau qui est disponible localement, tel qu'il est brut. Est-ce que tu peux poursuivre, Corentin? Il y avait la question justement du liant tout à l'heure. Est-ce que l'argile est le bon liant? Voilà. Donc là, c'est toutes les questions sur la ressource. Et donc, ce qu'on dit à chaque fois, l'idée, c'est pas de tout construire en terre. On utilise la ressource qui est sur place. L'enjeu de la construction en terre, c'est bien ça, c'est l'économie circulaire, etc. On utilise la ressource qui est sur place, on la transforme, et dans sa fin de vie, elle retourne soit sur le site, soit elle est utilisée sur un autre projet. On va pas essayer de s'amuser à transformer de la pierre en terre ou etc. juste parce qu'on veut faire de la construction en terre. Non, l'objectif, c'est vraiment d'avoir sa ressource qui est disponible. Si on peut pas construire en terre avec elle, et ben peut-être que c'est pas la solution la plus adaptée pour le projet en fait. Il ne faut pas essayer de mettre de l'énergie en plus dans le matériel. On peut récupérer de la terre de chantier, d'un chantier, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans une des présentations. Aujourd'hui, c'est ce qu'expliquait Erwan, aujourd'hui, le problème de la ressource n'est pas un problème pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une telle abondance dans le BTP de déchets de terre que notre objectif, c'est pas d'essayer de recréer de la terre avec tout et n'importe quoi. Là, aujourd'hui, nous, on est submergé de terre. Donc, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors, toujours dans des questions précises et techniques, en parement extérieur, si je veux garder les mêmes caractéristiques, notamment de diffusion de la vapeur, qu'est-ce que je peux mettre comme parement extérieur? Et plus globalement, si vous pouvez parler de cette question de diffusion thermique, hydrique. Tout à l'heure, on nous posait des questions aussi sur l'inertie thermique, et j'ai l'impression que certains trouvaient qu'Erwan n'avait pas assez approfondi le sujet. En 15 minutes, c'est pas facile. Juste par rapport à ça, il y a des règles professionnelles enduits sur support composé de terre crue qui sont obligatoires. Donc, si vous avez à mettre un enduit sur un mur en terre, vous devez lire ces règles professionnelles. Donc, procurez-les-vous, c'est expliqué dedans. Maintenant, ce qui est très important de garder en tête, c'est que la terre, c'est un matériau qui est capable d'absorber de l'eau qui doit la restituer. Si le matériau n'est pas en mesure de restituer cette eau, il accumule l'eau et le bâtiment s'effondre. C'est des choses qu'on observe très régulièrement dans le patrimoine. Dans les années 50-60, on a mis des enduits ciment à l'extérieur. Dans les années 2000, on a mis de l'isolant à l'intérieur. Le mur ne sèche plus et aujourd'hui, les bâtiments s'effondrent. Donc, il faut respecter ces règles professionnelles pour que ça se passe bien. On nous pose la question sur les ATEX, qui justement règles professionnelles, ATEX, assurabilité. Je ne suis pas sûr que c'était complètement clair encore. Donc, si on peut revenir un tout petit peu là-dessus, je ne sais pas lequel des deux peut parler de ça. Bah, ce sera Corentin, puisque il va revenir. On te laissera la parole ensuite. Encore une fois, c'est vrai que si on essaie de rédiger des textes normatifs, c'est vraiment pour faciliter justement toutes ces problématiques d'ATEX, etc. Aujourd'hui, il y a des projets effectivement qui sortent avec ATEX, qui sont des projets qui sont soit très techniques, donc on a vu Confluence à Lyon là avec les arches en terre, soit des projets effectivement où il n'y a pas forcément la compétence dans l'équipe sur la terre crue. Et donc là, on maîtrise pas trop le sujet, donc du coup, on se tourne plutôt vers les ATEX. Aujourd'hui, c'est vrai que sur l'assurabilité des ouvrages, c'est vraiment un travail à avoir, nous, avec nos assureurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les artisans aussi doivent convaincre leurs assureurs. Hein. C'est pour ça qu'on a rédigé aussi ces textes. Et après, avec les bureaux de contrôle, effectivement, intégrer bien en amont sur les projets, avoir des discussions très pédagogiques avec aussi, dans les deux sens, parce que bon, y a de la compétence des deux côtés. Et donc, l'idée, c'est vraiment pas de travailler et se confronter les uns les autres sur
nos points de vue. L'idée, c'est d'avancer vraiment ensemble. Donc, les ATEX, ça peut marcher dans certains cas. Parfois, ça peut vraiment aussi freiner certains projets. Donc, encore une fois, c'est pour ça que nous, on s'oriente plus sur la rédaction de règles professionnelles que sur une multiplicité d'ATEX, en fait, qui risque de ne pas déboucher sur grand-chose. Je voulais compléter là-dessus, peut-être, Erwan. Non, c'est... Ou alors, on passe au point suivant, parce que c'est assez intéressant. Apparemment, la terre crue a une capacité de reprendre en traction qui est assez faible. Et donc, la question s'est posée sur le sismique. Comment on assure cette reprise en traction? Alors, je vais faire très vite. En fait, sur la partie sismique, dans les régions où il y a beaucoup de sismicité, comme en Amérique du Sud, il y a de la construction en terre, en adobe. Ce sont des dispositifs architecturaux qui permettent de régler ce problème. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais on sait le faire. Par contre, ici, on a tendance plutôt à faire des structures en bois et faire du remplissage en terre, des structures en bois. Et ça passe des ERP, des écoles primaires qui ont été faites dans la zone sismique ici 3 de la région, qui sont passées avec de la terre crue en remplissage. Et c'est là-dessus, vous, que vous travaillez. C'est de la terre crue en massif et sans renfort de bois. C'est là-dessus que vous travaillez à l'IFSTAR Gustave Eiffel? On travaille plutôt, ça reste sur la terre crue sans structure en bois, parce qu'après, en fait, quand il y a une structure en bois, c'est la structure en bois qui reprend les efforts. Donc, c'est plutôt du travail pour les gens qui travaillent sur le bois. Voilà. Et quand j'ai visité ton labo, tu disais qu'en plus, l'impact carbone, il est excellent. C'est le meilleur qu'on puisse trouver si on ne rajoute rien d'autre. Ah, il a disparu. Bon. Attendre un peu, c'est pas très grave. Je ne sais pas si tu peux parler de l'impact carbone, Corentin. C'était quoi exactement la question? Redis-moi. En structure actuellement, en France, traditionnellement, on utilise plutôt le bois et la terre crue vient en renfort et en isolation. Sur les projets neufs, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des questions effectivement d'assurabilité de certains ouvrages, il y a des ouvrages qui sortent en terre crue porteuse. Après, sur le bilan carbone, effectivement, encore une fois, là, ça va être quel usage on veut du bâtiment. Par exemple, sur de la terre allégée, de facto, on passe sur de la stature bois et remplissage. Et donc là, ce qu'on va chercher, c'est plutôt l'isolation. Par contre, sur toutes les problématiques de cloisonnement intérieur, par exemple, rien n'empêche d'avoir des mélanges très denses, type Bauge, etc. Et là, peut-être soit ne pas travailler avec de la résistance, enfin avec des murs porteurs, si effectivement le projet freine là-dessus, mais en gardant effectivement l'intérêt aussi de cloisons qui sont avec une forte inertie thermique, une forte capacité de régulation hygrométrique. Il y a tout un tas de façons de faire aussi pour l'instant, s'il y a des projets qui commencent à freiner sur ces problématiques de terre porteuse, d'utiliser la terre aussi dans plein de cas en fait. Il y a plein de cas qui sont... le temps de séchage est-il un problème? Alors, c'est un problème quand on veut faire que la terre fonctionne comme les matériaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, un exemple sur les cloisons en terre crue, par exemple. Est-ce qu'il n'est pas plutôt pertinent au lieu de si jamais c'est des cloisons en torchis, par exemple, qui nécessitent plus de séchage que de la brique, est-ce qu'il n'est pas plus pertinent de la mettre en œuvre en même temps ou juste après le gros œuvre, par exemple, que sur de la cloison sèche. Si on commence à mettre notre ouvrage hors d'eau, hors d'air et qu'on vient rapporter la terre ensuite dans le bâtiment, c'est vrai qu'on a des problématiques de temps de séchage. Par contre, il y a des façons de pallier cette problématique. Si on utilise de la brique, par exemple, le matériau est déjà sec une fois mis en œuvre. Là, on peut l'utiliser comme sur de secondes œuvres, ça pose pas de problème. Après, sur les techniques porteuses, voilà, c'est du phasage de chantier. Là, on est sur du gros œuvre classique. On a des temps de séchage qui sont de l'ordre de 2, 3 semaines, 4 semaines si les conditions sont moins bonnes, etc. Donc après, c'est aussi penser les chantiers, concevoir des chantiers aussi qui peuvent fonctionner dans le temps du séchage de la terre, pas les faire en hiver aussi. Voilà, il y a plein de choses en fait qui font qu'effectivement la terre crue pose aussi la question de comment aujourd'hui on va penser aussi nos chantiers, la temporalité des chantiers peut-être aussi parfois. Voilà.
Oh, il nous reste que quelques minutes. À plusieurs reprises, on s'est posé la question du coût et on a l'impression que vous l'avez pas abordé. Comment est-ce qu'on aborde ça? Aujourd'hui, la terre crue, alors, il y a des projets qui sortent avec de la terre crue beaucoup plus chère que du conventionnel. C'est bien souvent parce que le projet a été parfois mal pensé sur la conception des ouvrages et qui a nécessité du coup plus de temps, nécessité des ATEX, nécessité tout un tas de choses dont on a parlé juste avant. Aujourd'hui, en moyenne, on parle de 10% de plus sur des projets. Il y a des projets qui sont à moins que du conventionnel, des projets qui explosent les budgets par rapport à du conventionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est de réussir à faire émerger cette filière, en gros, avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire que si on commence à avoir des tensions sur de l'approvisionnement énergétique, aujourd'hui, la terre crue, c'est vraiment une solution pour la suite, quoi. On sait que à terme, on risque d'avoir des tensions sur l'approvisionnement pétrolier. C'est vrai que si on n'a pas réussi à faire des transitions sur des matériaux biosourcés, sur des matériaux qui ont aussi peut-être qui nécessitent peu d'énergie pour leur transformation, il sera trop tard. Si on a laissé ces filières tomber pendant trop longtemps, il sera trop tard pour les relancer à ce moment-là. Donc il y a vraiment une nécessité effectivement d'urgence aussi et c'est ce moment-là qui est un peu charnière, qui est effectivement aujourd'hui c'est encore plus coûteux parfois que les techniques conventionnelles, mais si on n'y prend pas garde, en fait, on va arriver dans le mur aussi assez rapidement. Donc il y a effectivement cette problématique de coût. Aujourd'hui, c'est vrai que les chantiers publics nous permettent, hein, parce que effectivement, il y a une vraie demande sur le confort, sur toutes ces problématiques-là, de faire émerger ces techniques-là. Mais le privé, en fait, commence aussi à penser à l'usage de ce matériau parce qu'il y a aussi des tensions, on a parlé sur les ressources et notamment sur les déchets de terre. Donc ça, aujourd'hui, nous, on vient nous chercher parce que aujourd'hui, ça coûte quand même de plus en plus cher de mettre ces déchets à la poubelle, en gros. Et donc là, on commence à parler d'économie aussi. Quand on a quand même des masses de déchets très énormes à recycler sur un projet, il commence à y avoir l'intérêt aussi d'utiliser ces ressources-là. Et dans la balance, parfois, ça peut peser aussi au niveau économique. D'accord. Sur un point technique, on a parlé de poussière à un moment. Poussière, j'imagine aussi sur le chantier, mais en exploitation du bâtiment, est-ce que c'est une question qui se pose régulièrement? Alors, la terre, en fait, donc c'est ce que j'expliquais dans les états secs à liquide, elle est pas mise en œuvre, jamais sèche en fait. Il y a toujours un peu d'eau dans la terre. Ce qui fait que quand on met en œuvre la terre, justement, on n'a jamais de poussière en fait sur un chantier de terre. On va avoir de la poussière comme sur un chantier classique au moment où on vient nettoyer le chantier, hein, que la matière est sèche, etc. Mais on n'a pas dans la transformation du produit ou dans la mise en œuvre, on n'a pas en fait de dégagement de poussière. Et si la question c'est à terme dans le bâtiment, est-ce qu'il y a de la poussière oui. Ça, là, c'est une autre question aussi. Là, en fait, c'est vraiment sur les finitions que du coup que la question se pose. C'est du coup, est-ce qu'on a bien fait l'enduit? Est-ce que l'artisan était compétent? Sur un enduit à la chaux ou au ciment mal fait, on peut aussi avoir de la poussière hein, s'il y a trop de sable dans le mélange. Là, c'est la même chose. Si on vient faire des mauvaises proportions sur nos mélanges, effectivement, on peut avoir du sable qui vient s'effriter en surface, mais généralement, les artisans qui font de la terre savent le faire, et donc on a des enduits qui ne poudrent pas, comme on dit, qui ne font pas de poussière. Alors, c'est une question à laquelle Erwan aurait pu répondre, mais il n'arrive pas à nous rejoindre. Peut-être que toi, tu as des idées des travaux qui peuvent être faits en innovation. Est-ce qu'on a commencé à se poser la question de pouvoir imprimer des bâtiments en terre crue, donc utiliser des imprimantes 3D? Sur la recherche, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Alors déjà, il y a le projet national terre, dont Erwan pourra peut-être parler s'il revient. Donc c'est un projet qui est monté par les professionnels de la construction de terre et donc qui vont chercher les chercheurs en fait, qui mettent autour de la table. On fait un appel aux dons et donc aujourd'hui on a dû mobiliser plusieurs centaines de milliers d'euros. L'objectif c'est de passer à plusieurs millions d'euros pour développer la recherche et le développement sur ce sujet particulier. Donc on a identifié des points, donc les professionnels. On a parlé de la sismique par exemple. Donc ça c'est un sujet
qu'il faut traiter effectivement sur les murs porteurs sismiques. On a parlé du thermique, etc. Il y a plein de sujets effectivement de recherche aujourd'hui à mener sur ce sujet de la construction en terre pour pouvoir coller à la construction aujourd'hui, c'est-à-dire aux problématiques de la construction aujourd'hui. On sait que la terre crue, ça marche. On a des exemples. On sait que le patrimoine fonctionne très bien, une durabilité très importante, mais il faut qu'on prouve en fait tout un tas de choses. Donc il y a des sous à dépenser là-dessus. Donc ça, c'est le projet national. Et ensuite, sur la recherche, aujourd'hui, il y a énormément de laboratoires qui travaillent sur la terre crue, ça explose. Et parmi les projets, effectivement, on entend parler de la terre crue imprimée 3D. Aujourd'hui, c'est pas concluant du tout, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un succès. Moi, je suis très dubitatif parce qu'en fait, imprimer en 3D, ça veut dire en fait mettre beaucoup d'eau dans la matière, et ça veut dire aussi peut-être faire beaucoup de pathologie aussi derrière. Donc, aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on préconise de s'appuyer sur des techniques qui marchent, et il y en a plein qui marchent en fonction des projets que vous avez, qui sont moins chers que l'impression 3D aussi. Donc voilà, c'est plutôt peut-être si vous voulez vous lancer sur des projets terre crue, déjà faire avec ce qui fonctionne déjà très très bien et qui est reconnu. Alors, merci à tous les deux de votre intervention. On a eu plein de messages très très positifs et très favorables à vos interventions. Beaucoup de gens nous demandent de continuer à travailler dessus et on vous mettra en relation. Évidemment, les deux supports d'intervention seront diffusés. Il y aura aussi la possibilité de voir en replay notre webinaire, je crois, qui sera mis en ligne ce soir au plus tard, demain en tout cas. Et je vous propose, comme je vous l'avais dit au début, Juliette vient vous faire un petit message, qu'on se retrouve sur Teams pour ceux qui sont prêts à basculer. Donc, on sort de notre salle de réunion et sur Teams, tout le monde pourra discuter entre tout le monde. Ça peut être peut-être un peu plus bazar que là, mais plus sympathique. Donc, en tout cas, on attend avec impatience Corentin et Erwan pour nous rejoindre dans la suite, dans un échange beaucoup plus libre. Donc, à tout de suite et à très bientôt.